Notre prochain conférencier sera en virtuel d'Afrique du Sud, Dr. Johnny Malongo. Il est hématologiste clinique à l'hôpital Charlotte McSickey de Johannesburg, en Afrique du Sud, et il va nous parler des toutes dernières recommandations fondées sur les expériences vécues. Bienvenue, Dr. Malongo. Merci de m'avoir invité à participer à votre rencontre. Je suis désolée de ne pas pouvoir être à Niagara. J'espère que je vous la prochaine fois. On m'a dit de parler de notre expérience de l'emicizumab, parler aussi des recommandations que nous partageons. J'espère, enfin, ma présentation sera un peu plus longue que celle de David et j'espère que je pourrai respecter le temps qui m'est accordé. J'espère que je répondrai à vos questions, mais je vais partager nos expériences. Voici mes divulgations, conflits d'intérêts. Donc, vous voyez qu'il y a une interface avec un grand nombre d'essais cliniques. Ne soyez pas alarmés. Ce n'est pas si long que ça, ma présentation. Juste pour vous donner une idée de ce dont je veux parler spécifiquement. J'espère qu'à la fin, il y aura des questions. Et je tiens à vous rappeler qu'en fait, le programme de développement clinique pour l'emicizumab est très exhaustif. Je parle des essais cliniques qui ont été complétés. Ces essais cliniques, comme vous le voyez, ont été menés auprès de patients enfants, adolescents et adultes, avec ou sans inhibiteurs. Plus de 750 patients au total. Nous avons exploré les 3 schémas posologiques, les doses de maintien d'1,5, une fois par semaine, 3 mg toutes les 2 semaines et 6 mg tous les 4 semaines. Et l'expérience que je vais partager est due en partie à notre participation à ces essais cliniques, à 5 essais cliniques sur les 8 essais qui ont déjà été menés. Alors, tout d'abord, ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter la sensibilisation et les niveaux d'éducation. Quand on a été exposé aux produits commerciaux, immédiatement, on a vu qu'il était nécessaire d'augmenter notre connaissance, nos connaissances. En Afrique du Sud, on utilise un plasma local. Alors, passer de cela, un produit plasma fractionné à emicizumab, bien sûr, c'est quelque chose de majeur pour nous. Donc, on a préparé des documents d'orientation et des recommandations basées sur les données probantes. Et tous ces documents sont disponibles en ligne. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Mais on voulait indiquer qui devrait utiliser emicizumab, qui ne devrait pas l'utiliser. Donc, l'idée, c'était surtout de parler des patients hémophilie A avec inhibiteur. Pour ces patients avec ces épisodes de saignement, je vais utiliser un pointeur. Donc, ceux qui ont des épisodes de saignement élevés devraient être considérés pour emicizumab. Et on voulait aussi s'assurer que ceux pour qui les thérapies actuelles ne fonctionnent pas, par exemple, des saignements d'organes ou des saignements qui menacent la vie. Donc, ces patients devraient être considérés pour l'emicizumab. Et ceux qui sont de mauvais répondants aux agents de contournement, il est bien établi que bien souvent, un agent de contournement ne fonctionne pas. On passe au suivant. Parfois, on utilise une combinaison de façon séquentielle ou simultanée avec les patients avec mauvais accès veineux. Bon, ils faisaient partie de la liste de recommandations. Je dois admettre que les autorités ne s'étaient pas penchées trop là-dessus. Les patients qui ont des articulations ciblées, donc avec emicizumab, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, il y a l'opinion du traiteur. Si les patients ne font pas partie de ces catégories, eh bien,
il faut indiquer pourquoi les traiteurs voulaient inclure ces patients. On voulait aussi fournir de l'orientation pour les patients sans inhibiteur avec hémophilie A. Et en fait, ce n'est pas différent. On parle de taux de saignement élevé, saignement qui menace les organes ou la vie, mauvais accès veineux, joints ciblés, articulations ciblées et bien sûr toute autre raison motivée par les soignants. Bien sûr, ces patients étaient inclus dans ces orientations. Alors, on voulait offrir une communication de haut niveau, très brève, pour au moins donner un point de référence aux décideurs et aux payeurs. Bien sûr, j'ai retiré les références, mais chaque énoncé est bien référencé dans la littérature et en fait est appuyé par des données provenant de la littérature. Le deuxième point que je veux présenter, c'est qu'on a commencé à repenser le contrôle des saignements. En gros, maintenant, on pense contrôle de saignement de trois façons, soit saignement contrôlé, soit saignement non contrôlé, soit quelque chose entre les deux. Donc, un saignement qui semble être contrôlé. Et je vais vous expliquer les caractéristiques de ces trois scénarios. Alors, pour le saignement contrôlé, on s'attend à un TSA à 0 avec un bon suivi du régime posologique, de prophylaxie et le patient adapte peut-être son style de vie de façon à éviter les saignements. Bien sûr, ça, c'est tout à fait différent des saignements incontrôlés lorsque le style de vie a préséance sur le saignement. Donc, le style de vie n'est pas changé malgré les saignements. Peut-être que le patient ne respecte pas le traitement et il y a peut-être des articulations ciblées, non traitées et bien souvent, il y a présence de douleurs chroniques et autres inconforts associés au saignement. Alors, entre les deux, on a ce qui ressemble à un saignement contrôlé. Donc, le TSA n'est pas à 0 et c'est au-dessus de 0, mais les patients ont un certain niveau de saignement qui a été accepté par eux. Voilà, c'est moi, ça fait partie de ma maladie, c'est comme ça. Et le patient modifie son style de vie pour réduire le nombre de saignements. Donc, l'intention, ce n'est pas d'éliminer complètement les saignements, mais de réduire le nombre de saignements. Et le traitement actuel pour cela est accepté par le patient. Ça fait partie de la routine. Il y a peut-être certaines complications, inévitablement, parce qu'il y a saignement. Peut-être que ces patients ont certains inconforts liés à l'hémophilie. Je vais vous donner un exemple de ce que je considère être ce genre de patient. Un homme de 27 ans de notre clinique avec hémophilie grave. Et en fait, c'est un patient très, très bien éduqué. Il est traité dans un grand hôpital privé. Il s'y rend 2, 3 fois par semaine et son génotype, bon, n'est pas vraiment pertinent. Et il utilise la prophylaxie 3 fois par semaine et il respecte très bien son traitement. Et bien sûr, ses antécédents lui permettent de faire ça. Il n'a pas d'inhibiteur et en fait, il a dit, voici, j'ai un saignement, mais je vis avec. Vous pouvez voir sur l'image que c'est un saignement, effectivement, chronique parce que ça ne disparaît pas malgré le fait que ce patient suit une prophylaxie. Ensuite, on l'a transféré à l'hémicizumab avec une dose de maintien de 1,5 mg par kilogramme. On n'a pas ajusté la dose et finalement, il n'a pas été nécessaire pour lui de subir de chirurgie, ce que nos collègues suggéraient au départ. Et en fait, sa qualité de vie s'est améliorée considérablement. Alors, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de faire la transition à une apparence de contrôle à un contrôle réel et complet. C'est ce qu'on a commencé à identifier dans notre population de patients et on a commencé à repenser l'arthropathie liée à l'hémophilie. J'écoutais un peu plus tôt ce que vous avez dit, donc sur le rôle de la physiothérapie. Je vais vous donner un exemple du genre d'arthropathie hémophilique dont je parle ici. On parle d'un patient de 16 ans avec hémophilie A grave. Il vit près de Johannesburg et c'est là où nous sommes situés à Johannesburg. Il a 3 à 5 saignements par mois avec un très mauvais accès veineux. Il y a un cathéter qui a été inséré puis retiré à cause d'une infection
des complications musculo-squelettiques, des infections pas vraiment remarquables. Sa synovite n'a pas disparu. Il a manqué 6 mois d'école avec pas mal de segments. On ne pouvait pas l'hospitaliser parce qu'il l'hôpital est loin de là où il vit. Il ne pouvait pas jouer avec ses amis. Son sport favori est le soccer. Donc, on l'a transféré à un traitement à l'imicizumab et tout a changé, comme vous pouvez le voir. Ses genoux, hein, après 18 mois, alors qu'il était traité avec imicizumab, vous voyez le résultat. Au départ, on pensait qu'il y aurait arthropathie qui nécessiterait une intervention chirurgicale, mais en fait, ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une synovite chronique qu'on a pu complètement résorber grâce à emicizumab. Donc, on commence à évaluer tous les patients qui font partie de cette liste d'attente de chirurgie parce qu'on peut ainsi voir ce qu'on peut faire. Bon, par exemple, les possibilités de chirurgie orthopédique. Donc, on les observe de très près. On veut personnaliser les traitements. C'est notre point de vue. Vous vous rappellerez, et je pense que c'est toujours le cas dans beaucoup d'endroits au monde, hein, les facteurs 8 de base de référence sont utilisés pour cibler les traitements optimaux pour nos patients hémophiles. Malheureusement, ça ne correspond pas toujours au phénotype de saignement et on doit traiter en fonction de la catégorisation des maladies, mais malgré cela, il peut y avoir segments sous-optimaux. On s'éloigne de cette façon de faire maintenant. On essaie de mieux personnaliser le traitement en fonction du phénotype de saignement plutôt que d'autres facteurs. Donc, on se base sur les résultats cliniques et sur les phénotypes. On regarde bien sûr les caractéristiques du patient, leurs objectifs de vue pour prendre les meilleures décisions. Et pendant votre conférence, bien souvent, vous allez faire référence justement à l'importance de la prise de décision, ce qui est particulièrement important quand on considère la prophylaxie. Donc, on a changé notre attitude. Bien sûr, on a besoin du niveau de facteurs de base pour proposer des diagnostics, mais on veut offrir une gestion optimale et on utilise les antécédents de saignement pour calculer nos interventions. David a parlé de ce point, la question de la chirurgie. En fait, il y a 3 composantes importantes selon nous lorsqu'il y a chirurgie. Il faut une équipe multidisciplinaire, il faut un hôpital qui soutienne cela, il faut des agents hémostatiques. Et je vais vous parler de ces 3 éléments. Bien sûr, pour l'équipe, il faut au moins un chirurgien, un hématologiste et une infirmière en hémophilie, mais par le passé, pour les agents hémostatiques, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à l'hôpital de nous permettre d'avoir un accès illimité aux facteurs parce qu'on ne pouvait jamais prévoir combien de facteurs on utiliserait pour un patient, surtout dans le contexte de patients avec inhibiteurs. Donc, on disait au directeur de l'hôpital, si vous voyez qu'on utilise tous les facteurs, c'est parce qu'on est en train d'opérer un patient avec inhibiteur. Mais on est en train de changer. Maintenant, avec nos patients hémophiles avec inhibiteurs, on peut prévoir combien de facteurs on va utiliser parce qu'on utilise très peu d'agents de contournement pour ces patients. Par le passé, on utilisait une combinaison d'agents de contournement, mais je n'ai pas vu de rapport indiquant qu'il y a eu combinaison d'un facteur recombinant et d'un APCC pour quelqu'un qui subit une chirurgie. Et un autre point qu'on commence à repenser, c'est combien de temps est-ce qu'on garde le patient et dans quel type d'établissement. Avant, pour les soins critiques, on se tournait donc vers ces hôpitaux un minimum de 1 semaine, 5 à 7 jours. Donc, s'il y avait complications, il y avait des soins accordés 24 heures par jour, 7 jours semaine. Mais avec nos dernières chirurgies, le patient passe de chirurgicale, donc à la salle d'opératoire.
d'opération et retourne dans l'aile opératoire parce qu'on sait que le saignement ne sera pas un problème à 3 heures du matin lorsque le patient se réveillerait avec un saignement aigu. Donc, on a apporté cet ajustement. Bien sûr, on prend toujours en considération tous les facteurs mentionnés par David tout à l'heure. Il faut se préoccuper des besoins d'atténuation, par exemple, de cas de thrombose, les niveaux d'inhibiteurs, etc. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de changes dans les procédures qu'on a entreprises à notre centre. On n'a pas eu à se préoccuper de cela. Dans notre centre, avant, il n'y avait jamais d'anticoagulation dans les cas de chirurgie de patients hémophiles. Ici, mon dernier point. Ça fait quelque temps qu'on pratique de cette façon. Par exemple, parce qu'on utilise, au lieu d'utiliser tous les flacons pour les patients, on est un pays pauvre, on ne veut pas gaspiller des produits. Il y a des données qui appuient cette pratique. On peut utiliser des doses complètes d'emicizumab. Ces données ont été publiées le mois dernier. Ça vient d'un groupe néerlandais qui a suivi 120 patients hémophiles qui recevaient emicizumab entre 2018 et 2022. Et les doses étaient utilisées au complet, mais par intervalle à 7, 14, 28 jours. Et les résultats, en fait, étaient tout à fait alignés sur les résultats par exemple, de l'utilisation de facteur 8 de doses complètes. Si vous regardez les concentrations de plasma thérapeutique, aucune différence entre les doses de base et les doses avec la dose complète. Si vous regardez le contrôle de saignement, pas de différence entre l'utilisation de la quantité de produit. Ici, vous utilisez toute la dose, tout le flacon. On peut épargner environ 10 de gaspillage, soit 260 mg par patient adulte par année, ce qui est très important compte tenu de nos ressources limitées en Afrique du Sud. Donc, ça nous a permis de voir qu'on pouvait être plus efficace quant à l'utilisation des ressources. On veut épargner, donc, et la meilleure façon d'épargner, c'est d'utiliser les flacons au complet. C'est ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne. Eh bien, voilà tout ce que j'avais à vous présenter. Bien sûr, j'ai essayé d'être bref dans ma présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous en avez, je vous redonne la parole et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Excellente présentation. Il y a quelques minutes qui restent pour les questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour Dr. Malangou. J'ai une question. Allez-y. Une question simple. Je suis un peu endormie, je suis à l'heure de Vancouver, mais que faites-vous du facteur âge de vos patients qui pourraient être candidats à l'emicizumab? Une prophylaxie précoce est très efficace quant au parcours de vie des hémophiles. Pouvez-vous nous en parler? Merci pour cette question. Nous avons délibérément choisi de ne pas vous parler d'âge dans la recommandation parce que c'est une donnée bien connue. On doit essayer de prévenir toute complications liées à l'hémophilie. Et en fait, le meilleur moment de le faire, c'est chez les patients pédiatriques en priorité, mais les autorités ne doivent pas penser que les seules personnes à être traitées à l'emicizumab sont les adultes et les adolescents. Donc, on n'a pas indiqué d'âge. Si je regarde les 4 dernières années avec l'utilisation du produit commercial, les patients pour qui on a eu des approbations sans aucune difficulté, ce sont les patients pédiatriques. Et nous savions cela. Nous savions que ce serait la préférence pour les payeurs à cause de leur petite taille et bien sûr au niveau rationnel, on veut prévenir les maladies plutôt que de traiter les maladies. Donc bien sûr, ces jeunes patients sont inclus, mais on a eu un débat autour de la question, mais on s'est dit de toute façon, c'est comme ça que ça va marcher. Et les données l'indiquent, 80 des patients approuvés sont les patients pédiatriques. Très bien, merci beaucoup. Merci, j'ai beaucoup aimé
vous entendre parler de ces options, utiliser moins de produits, mais dans une des questions, c'est est-ce qu'on doit vraiment avoir toute la dose 6 mg, toutes les 4 semaines? euh, Aurait peut-être plus de résultats que 1,5 mg toutes les semaines, n'est-ce pas? Merci. Je pense que c'est une question importante et on est en train de générer des données pour y répondre. J'ai regardé des études qui justement examinent de l'hémicizumab à dosage plus bas. Est-ce qu'on peut utiliser des doses plus basses? Eh bien, il semble que oui, selon les études que l'on voit. Quel est le seuil, par contre, de compatibilité pour chacun? Nous sommes au courant que nous montons ainsi le niveau nécessaire. Nous recevons des lignes directrices européennes et d'Amérique du Nord disant que plus de 5 c'est plus acceptable que moins de 5. Il y a aussi de nouvelles thérapies qui sont approuvées au Canada qui ont des seuils encore plus hauts que 5, donc 5 à 15 qui serait beaucoup plus acceptable. Mais si vous regardez d'autres caractéristiques du MSI-Zumab, euh, si vous baissez la dose, combien de saignements de plus permettez-vous alors? Et ça, c'est une question d'éthique pour le patient. Merci, c'était très intéressant. Nous allons maintenant passer à la prochaine présentation.